Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Bayard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, l'Europe n'a pas choisi cette guerre commerciale, mais Ursula von der Leyen est claire, elle est prête à riposter. Il y a plein de choses que vous pouvez faire côté services pour complexifier la provision de services américains en Europe. 4 milliards, c'est ce que la Belgique doit trouver pour atteindre 2% du PIB en dépenses militaires. L'idée apparemment c'est de créer une structure de holding et que cet argent récolté par le holding soit lui-même utilisé pour financer certaines entreprises qui sont impliquées dans la défense. Restez bien à l'écoute, Z sur 7, c'est maintenant. Z sur 7, à la une. Ça y est, c'est officiel, Donald Trump a signé un décret imposant des droits de douane réciproques dans le monde entier avec 20% de taxes pour l'Union européenne. L'Europe n'a pas voulu de cette guerre commerciale, mais la présidente de la Commission européenne est claire, elle est prête à contre-attaquer. Nouveaux tarifs à l'importation et à l'exportation, au risque de se tirer une balle dans le pied. Et le secteur des services, il pourrait bien être la prochaine cible de l'Union. Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG. Pour les services, les États-Unis ont un très gros surplus de balance commerciale avec l'Union européenne qui contrebalance presque le déficit avec les biens. Le secteur des services est sans doute la cible à privilégier. Le chiffre est colossal. 140 milliards d'euros d'excédent commercial en matière de services en faveur des États-Unis. Mais l'Europe a de la marge pour riposter. Taxer les GAFAM, c'est une option parmi tant d'autres. Gonzague Van Orenberg, professeur d'économie à l'UC Louvain. Complexifier l'accès au marché public européen pour les entreprises américaines ou ce type de mesures qui vont rendre la prestation de services d'entreprises américaines en Europe plus difficile. Vous pouvez aussi simplement rendre plus compliqué des conditions de visa, par exemple, pour un ingénieur qui viendrait pour mettre en place une machine en Europe. Il y a plein de choses que vous pouvez faire côté services pour complexifier la provision de services américains en Europe. Au cœur de la riposte européenne, un outil stratégique, l'instrument anti-coercition. Son rôle, réagir aux restrictions commerciales imposées par des pays tiers et rétablir l'équilibre du jeu. Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG à nouveau. Il nous permettrait de restreindre l'activité des banques américaines en Europe. Il nous permettrait d'aller jusqu'à refuser aux sociétés américaines le bénéfice de leurs brevets et de leurs droits de propriété intellectuelle. Donc, on pourrait sanctionner aussi, c'est le règlement qui le dit, les hommes d'affaires ou entreprises qui sont proches du gouvernement coercitif. Toutes les réponses ne sont pas économiques. Face à un Donald Trump qui joue la carte de la division commerciale, l'Europe pourrait choisir une autre voie, celle de la coopération internationale. Une stratégie qui pourrait bien changer la donne. Gonzague Van Orenberg, professeur d'économie à l'UC Louvain. Si on se concerte en tout cas avec le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Inde et la Chine pour la mise en place de sanctions vis-à-vis des États-Unis, c'est des choses qui auraient un impact beaucoup plus grand. Parce que là, ça veut dire aussi qu'une fois que vous entrez dans une guerre commerciale bilatérale, vos partenaires ont des possibilités de substitution. Si tous les partenaires se mettent ensemble avec des actions concertées, c'est beaucoup plus difficile pour le pays de contrer ce type de sanctions. L'Europe élargit ses horizons. Ursula von der Leyen mise sur un accord avec l'Inde avant la fin de l'année. Mais ce n'est pas tout. La semaine prochaine, elle sera au premier sommet entre l'Union européenne et l'Asie centrale. Z sur 7, à la une. Atteindre 2% du PIB en dépenses militaires, un défi à 4 milliards d'euros pour la Belgique. Mais pas question de creuser la dette ni de vendre des participations stratégiques. Yann Bonn avance une autre solution, la création d'un fonds défense pour soutenir l'industrie du secteur. Bruno Coleman, économiste. L'idée apparemment c'est de créer une structure de holding, c'est-à-dire une société financière qui soit alimentée par des prêts ou peut-être du capital à risque venant de grands institutionnels, des compagnies d'assurance par exemple,
et que cet argent récolté par le holding soit lui-même utilisé pour financer certaines entreprises qui sont impliquées dans la défense. Un fonds pour soutenir l'industrie de la défense, peut-être, mais pour le gouvernement, c'est surtout une autre stratégie. Capter l'épargne des Belges en passant par leurs banques, leurs assureurs ou leurs fonds de pension. On aurait pu penser à un emprunt populaire, c'est-à-dire un emprunt qui soit accessible à tous les citoyens, mais cet emprunt aurait dû certainement porter un taux d'intérêt plus élevé, et d'autre part, ça aurait pu entraîner des réticences de la part de certains citoyens qui ne veulent pas investir dans la défense. Un fonds stratégique, mais pas sans avantage. Les sociétés qui misent sur la défense pourraient récupérer des intérêts ou des dividendes selon les bénéfices du secteur. Une manière d'allier placement à long terme et rendement. Si ce holding financier est créé par l'État et donc a besoin de financement à long terme, ce serait une opportunité pour les compagnies d'assurance vie, mais aussi pour les fonds de pension, parce que tant les compagnies d'assurance vie que les fonds de pension ont besoin de faire des placements à très long terme pour rencontrer leurs propres obligations par rapport aux personnes, aux citoyens dont ils gèrent ou la pension ou l'assurance vie. Rien n'est encore acté. Les propositions du ministre de la Défense doivent encore être débattues au sein du gouvernement. Mais le temps presse. Dans une semaine, la Belgique devra présenter sa trajectoire budgétaire à l'OTAN. Z sur 7 à la une. L'électricité est un peu moins chère qu'il y a un an, mais pas pour tout le monde. Les industriels belges payent entre 12 et 23% de plus que leurs voisins. La raison, des coûts de transport qui ont littéralement explosé. Peter Klaas, président de la Febeliec. Le handicap a augmenté essentiellement parce que les tarifs de transmission d'Elia ont augmenté de 80% au 1er janvier dernier. Et donc ça a poussé les prix belges à la hausse, tandis que le prix all-in dans les pays voisins a baissé. Un désavantage qui pourrait coûter cher. Febeliec, qui regroupe les grands consommateurs industriels, avertit que cela met en danger l'activité et le développement de beaucoup d'entreprises belges et européennes. Depuis des années, l'association pousse les autorités belges à agir pour réduire les tarifs d'Elia. C'est le dilemme de l'industriel européen et particulièrement belge aujourd'hui. C'est d'une part, il est poussé par la société à réduire ses émissions de CO2, à électrifier ou à prendre d'autres mesures pour réduire son impact sur le climat. Et d'autre part, il est confronté à des prix d'électricité plus élevés que nos voisins. Plus vert, mais plus gourmand en énergie. Carmeuse, spécialisée dans la production de substrats à base de chaux, prévoit d'augmenter ses besoins en électricité par 6 d'ici 2030. Mais si les tarifs continuent d'augmenter, ces objectifs deviendront un défi quasi insurmontable. Juan Murillo, Managing Director Carmeuse Ouest Europa. Nous allons accumuler le retard et quand viendra, et ça vient toujours dans la vie d'une entreprise, des décisions d'investissement, eh bien, investir dans notre territoire va devenir de plus en plus compliqué. Febeliec le rappelle, les industriels prennent des décisions d'investissement sur de longues périodes, 5, 10, voire 15 ans. Le véritable danger, que ces investissements se réalisent à l'étranger. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. La Belgique durcit le ton contre le tabac. Depuis 4 ans, le pays multiplie les interdictions et augmente les prix. Son objectif, devenir un pays sans tabac, à l'instar de la Suède. Ce 1er avril, 2 mesures particulièrement sévères ont été appliquées. Interdiction de vente dans les supermarchés de plus de 400 mètres carrés et fin de l'étalage des produits. C'est le dossier de Trends Tendance de cette semaine et pour en parler, le X-Treuys reçoit Xavier Beguin, journaliste Trends Tendance. Premièrement, Xavier Beguin a rencontré le ministre de la Santé. Alors, comment justifie-t-il ces mesures ? En fait, il faut prendre ces mesures comme la suite logique d'une stratégie que Frank van den Broek mène depuis qu'il est devenu ministre de la Santé sous la Vivaldi et prolongé maintenant sous l'Arizona. C'est-à-dire que
Il vise en 2040 une génération qui ne commence pas à fumer et pour ça, il agit à 3 niveaux, qui est augmenter les prix, baisser les points de vente et rendre le tabac invisible. Donc depuis 2022-2023, il a interdit de fumer dans un certain nombre d'endroits où on retrouve des jeunes, comme les parcs animaliers, les parcs d'attractions, les plaines de jeux, ou à proximité des écoles, des crèches et des maisons de repos. Il a interdit la vente dans les distributeurs automatiques, dans les festivals. Il a créé une accise sur les cigarettes électroniques, il a gonflé celle du tabac de 60%, et aujourd'hui, en fait, il continue l'invisibilité dans les libraires et dans les magasins de cigarettes électroniques, et il interdit la vente dans les supermarchés. Deuxièmement, il s'agit d'une véritable croisade. Mais est-ce qu'elle a réellement un impact sur le taux de fumeurs en Belgique ? La Grande-Bretagne est à 10%, le Canada à 12-13%, l'Australie, tout ça, ils sont à 10%, on stagne à 24%. Alors, on a surtout d'abord un problème de chiffres, parce que on est en 2025, les derniers chiffres dont on dispose sont ceux de 2022, c'est-à-dire avant le début du plan interfédéral de lutte contre le tabac. Cet été, on aura ceux de 2023, c'est-à-dire qu'il faudra encore attendre 2 années avant qu'on puisse réellement mesurer l'impact de tout ce que fait le ministre de la Santé. Ensuite, il y a un impact du côté des marchands de journaux et des vendeurs de cigarettes électroniques. Nous voyons que la mesure a du mal à passer. Alors oui, mais c'est compréhensible. D'abord, les magasins de cigarettes électroniques, c'est devenu comme une pharmacie avec des tiroirs, puisqu'ils ne peuvent plus rien montrer. Alors, quant aux libraires, en fait, le souci qu'ils ont, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément la mesure. C'est-à-dire que la personne qui a envie de fumer va quand même rentrer dans la librairie et demander son paquet de cigarettes. Et en fait, ce qu'ils disent d'une belle unanimité, c'est que le ministre a tendance à taper toujours sur le même clou, mais à délaisser, je dirais, les circuits illégaux ou des vendeurs moins scrupuleux. Dans le dossier, Xavier Deville, le patron de Prodipresse, fait état, effectivement, que chaque augmentation du prix de la cigarette est un effet d'aubaine pour les circuits illégaux. Évidemment, ces propos n'engagent évidemment que lui. On verra d'ici 2-3 ans si effectivement tout ce que fait le ministre... Alors, pour revenir encore à un autre point, les supermarchés, par contre, là, l'impact... les supermarchés vendent aujourd'hui 20% des cigarettes en Belgique. On peut imaginer donc voir dans les supermarchés de plus de 40%, entre 15, 20, peut-être plus, baisse du chiffre d'affaires. Pour l'instant, tous les responsables se taisent dans toutes les langues, comme on dit, parce qu'ils attendent voir l'impact. Mais en fait, c'est pas tellement sur la vente du tabac, c'est sur la vente des produits que les gens achètent en même temps qu'ils achètent leur tabac. Les achats secondaires, comme on dit. Finalement, il y a énormément d'interrogations concernant ces mesures. Mais Frank van den Broek ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ah non, c'est pas fini. D'abord, le plan interfédéral n'a pas été appliqué dans son intégralité. Et puis, sous l'Arizona, ils ont décidé de mesures supplémentaires. La plus frappante et qui va absolument pas faire plaisir après la pandémie, c'est l'interdiction de fumer sur les terrasses de l'Oreca qui va arriver. On va supprimer les fumoirs qui existaient encore dans les endroits publics. Et on va de nouveau faire un tour de vis des accises, tant sur le tabac que sur la cigarette électronique, probablement en 2027, moins fort que les 60% qu'on a eu jusqu'ici, mais quand même, ça va commencer à chiffrer. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z/7, expert boursier. Pour conclure cet épisode, Jérôme van der Bruggen, de la banque Degroof Petercam, vient nous parler de la politique tarifaire de Donald Trump. Elle est partout, nous en parlons chaque jour. Nous imaginons que c'est aussi le cas dans les comités d'investissement des banques, comme celle de Jérôme van der Bruggen. Il y a beaucoup d'annonces, mais souvent contradictoires. J'aime bien, pour voir clair, tenter de comprendre l'objectif poursuivi par les politiques, quelle que soit l'administration. Et nous voyons cette politique tarifaire comme une politique parmi d'autres qui tente à atteindre un objectif ou plusieurs objectifs de l'administration. Je pense que ça, c'est la meilleure manière d'aborder ce sujet. Beaucoup se demandent quels sont ces objectifs précisément. Je pense que c'est
2 objectifs qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est très clairement de réindustrialiser les États-Unis, de ramener sur le territoire américain la production des biens manufacturés qui sont consommés par les États-Unis, arrêter les dépendances, notamment de la Chine. Et puis le deuxième objectif, qui n'est pas tout à fait contradictoire avec le premier, c'est bien sûr de reprendre le contrôle sur le déficit budgétaire. Il n'est pas contradictoire parce que si jamais on ramène plus d'entreprises sur le sol américain, simplement avoir plus de revenus fiscaux, et ça permettra aussi de réduire la dépendance au déficit. Les républicains ont une réelle obsession de réindustrialisation des États-Unis. On peut alors se dire qu'elle leur est propre. Je pense qu'elle n'est pas propre aux républicains. Je pense que c'est l'obsession, disons, de l'Occident, pour faire simple en général. Tout le monde veut faire comme la Chine. Tout le monde en a marre de dépendre pour ses voitures, pour ses vêtements, pour ses biens électroniques d'un territoire de production. Et donc rêve de ramener cette production sur son propre territoire. Les démocrates l'ont fait, et les Européens le font aussi. Simplement, la façon dont les démocrates et les Européens le font, c'est qu'ils mobilisent de l'argent public pour tenter d'arriver à cet objectif, à travers des subsides, des choses comme ça. Et les républicains ont un instinct différent. Ils trouvent qu'il ne faut pas mobiliser de l'argent public, il faut mobiliser de l'argent privé. Et donc, c'est en fait une différente approche. C'est à ce moment qu'interviennent les tarifs. Pour faire simple, si on rend les importations plus chères, on pense qu'on va stimuler, ces entreprises à venir sur le territoire propre pour fabriquer ces produits. Le problème qu'il y a, c'est qu'une politique tarifaire a des impacts à court terme qui sont négatifs. Ça rend les prix plus chers. On a une règle d'or chez nous, c'est que chaque pourcentage en plus de tarifs rajoute 0,1% à l'inflation. Les prix augmentent. Et aussi, mécaniquement, la croissance diminue, parce qu'en fait, les impacts positifs arrivent seulement beaucoup plus tard. Et donc, on a un impact sur la croissance pour 1% de tarif d'à peu près 0,15%. Et donc, c'est ça qui fait peur pour l'instant, notamment en bourse. Les bourses vacillent, on se demande alors quelles sont les conséquences pour la bourse américaine. La bourse américaine a réagi très violemment. Elle a perdu en l'espace d'un mois à peu près toute l'avancée qu'elle avait faite pendant 2 ans, donc en 2023 et 2024 par rapport à la bourse américaine. La bourse européenne s'est plutôt bien tenue, a même monté. Donc voilà pourquoi cet écart s'est complètement réduit. On est revenu à des niveaux de valorisation, disons, plus normaux aux États-Unis, surtout sur les entreprises technologiques qui ont disons, le plus dégusté. À un moment donné, ce qui va sans doute arriver, c'est que les Américains vont arrêter de se concentrer sur les tarifs pour mettre l'accent sur d'autres parties de leur politique économique, peut-être plus facilement digérable par la bourse, donc je pense peut-être une politique fiscale plus favorable à l'investissement, et puis aussi permettre aux entreprises d'accéder au financement des banques, ces fameux agendas de dérégulation, et que la bourse pourra se reconcentrer sur les impacts positifs. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi allons-nous parler demain ? Et oui, ça y est, c'est la fin pour aujourd'hui. Mais demain, nous revenons avec toutes vos analyses économiques et les dernières infos à ne pas manquer. Merci pour votre fidélité, à demain. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.